troisième ligne de métro et son extension sont à l'enquête publique actuellement. Ce sont 7 stations qui sépareront la gare du Nord de Bordeaux. Le tronçon sud, lui, il existe déjà, mais il va falloir creuser des tunnels pour la partie nord. Et pour cela, c'est un tunnelier de 10 mètres de diamètre qui va creuser sous notre sol, et ce pendant une dizaine d'années. On va en parler avec vous. Gwenaël Bresse, bonjour. Bonjour. Mais avant cela, vous êtes un des réalisateurs des 10 capsules. Pardon, vous êtes plusieurs réalisateurs, mais pas 10. Des capsules qui s'intitulent Don't Look Down. Vous êtes intéressé à cette problématique du métro 3. On y vient dans un instant, mais avant cela, on voulait vous proposer une archive. C'est Thomas Dufrane qui vous présentait il y a de cela quelques semaines ce projet et ses adaptations, car l'enquête publique, elle se termine déjà le 7 avril prochain. Derrière ces palissades, les travaux du métro 3. Ici, nous sommes gare du Nord, ce n'est qu'un petit tronçon de cette future ligne. 18 stations sur 10 km, le tronçon sud existe déjà, mais au nord, il faut encore tout creuser à travers Scarbeck et Evere. Les plans initiaux ont été modifiés et la demande de permis vient d'être introduite. C'est parti pour l'enquête publique. On a fait une énorme étude d'incidents, 6000 pages, 1200 recommandations qui ont été établies par un bureau d'études indépendant et agréé. On a intégré ces 1200 recommandations dans nos plans et on a déposé ces plans optimisés récemment auprès de l'administration régionale. Le projet est titanesque, prévu sur les 10 prochaines années minimum. Un tunnelier de 10 mètres de diamètre va creuser à 20 mètres sous nos pieds. Ajoutez à cela 7 futures stations souterraines, en voici quelques-unes. Un projet titanesque et un prix qu'il est tout autant, 1,7 milliard, qu'il faudra trouver pendant les prochaines années. Alors, une parodie de participation citoyenne, ça c'est ce que Bruxelles Inter-Environnement explique quant à cette enquête publique. Pour vous, c'est impossible de se prononcer, pour vous et pour les intervenants que vous rencontrez dans vos capsules, sur un dossier aussi complexe et des milliers de pages. Un mois, c'est trop court ? Alors bon, nous on a fait des capsules parce qu'on essaye de mâcher un petit peu cette matière qui est effectivement très complexe. Donc on se pose comme des réalisateurs qui essayons de participer à un débat contradictoire qui n'a pas beaucoup lieu sur un projet d'une telle ampleur. Et effectivement, moi, je peux vous dire après, en tant qu'habitant, un dossier de 6300 pages avec 200 ou 300 plans supplémentaires à lire en 30 jours d'enquête publique, ça fait une moyenne de 120 pages par jour qui sont très techniques. Alors non seulement c'est pas très digeste, mais c'est pas à la portée des habitants, à moins qu'ils consacrent à peu près un temps plein à ça. Donc non, au niveau de la participation, c'est un réel problème. Mais quelque part, donc, ces capsules vidéo, c'est une façon d'apporter un petit peu votre pierre à l'édifice et aussi d'informer du coup les habitants sur un peu les tenants et les aboutissants de ce métro, d'où on vient, parce que ça fait 10 ans qu'on parle de ce projet. Oui, en fait, ça fait 10 ans, mais c'est un projet qui remonte aux années 60. C'est pour ça qu'on a le pré-métro sur une partie de la ligne qui va devenir du métro. On a essayé on va faire 10 capsules. Il y en a 5 qui sont en ligne depuis quelques jours. On essaye vraiment que dans chacune d'entre elles, en quelques minutes, on puisse comprendre un aspect du projet. Alors, on voulait le faire de manière vraiment contradictoire, avec d'un côté le discours de la STIB de Bell'iris de la région, et de l'autre côté des discours plus critiques, soit d'habitants, soit de chercheurs, de géographes. Malheureusement, la STIB a refusé de nous donner une interview, Bell'iris également, donc on essaye de faire exister leur discours autrement dans ces capsules. On retrouve notamment la porte-parole de la ministre de l'Environnement, de la Mobilité ici à Bruxelles, mais également des témoignages des citoyens. Je vous propose qu'on regarde un court extrait de la toute première capsule, c'est donc Don't Look Down. Bon, on est sur le Square Riga, devant l'église d'Elmet. Et moi, j'habite à 20 mètres. Et au départ, mon envie a été de me renseigner pour voir l'impact des travaux sur le quartier, sur ma maison.
à la base, je suis absolument pas contre la construction d'un métro. J'ai commencé à prendre des renseignements. J'ai eu les premiers éléments de crainte, c'est-à-dire la démolition des arbres du Square Riga, la construction d'une station gigantesque pleine de béton avec le métro qui passe à 30 mètres sous terre, ce qui est plus profond que botanique. Et là, j'ai appris que le tram 55 allait disparaître. Alors ça, c'était le deuxième choc, puisque le 55 est un tram de proximité et le métro, un transport plutôt sur les longues distances. Donc tout ça a fait qu'au fur et à mesure, on voyait plus très bien l'intérêt de ce métro. Voilà, comme ça, nos auditeurs et téléspectateurs peuvent se faire une petite idée de ce style des capsules. Il y en a 10, il y en a 5 pour le moment disponibles sur YouTube. On l'entend dans ce témoignage, une forme de sacrifice pour ce métro 3. On le sait, quand il y a de grands projets comme ça, il y a toujours des dégâts et des victimes collatérales. Pour vous, on va trop loin dans les sacrifices, et pour les différents intervenants que vous rencontrez, c'est ce qu'on ressent un petit peu, qu'on va trop loin dans les sacrifices et que cette ville va changer en profondeur. C'est le cas de le dire? Alors, si vous voulez, moi, quand on me dit, je pense que je suis comme beaucoup de gens, et comme cette dame l'explique, quand on me dit on va faire une ligne de métro, j'ai plutôt un a priori favorable au départ. Et je crois qu'on doit toujours se poser des questions un petit peu plus loin que l'a priori favorable qui peut exister comme ça. Et ici, en l'occurrence, effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Alors, c'est évidemment le sacrifice urbain que vous pointez, mais c'est le sacrifice budgétaire. Ça a été évoqué plusieurs fois sur l'antenne de BX1. On parle de 2,3 milliards d'euros sur l'entièreté de la ligne, et on sait que c'est un prix qui a déjà doublé en 10 ans et qui va continuer à grimper, évidemment. Oui, c'est plutôt assumé par les autorités. On le voit dans une de vos interviews. Oui, on sait que ce budget risque de flamber encore. Bien sûr, et c'est tout ce qu'on pourrait faire d'autre avec cet argent qu'on ne fera pas dans des politiques de mobilité, mais dans d'autres politiques également. Et donc, c'est un véritable enjeu de société quand même de se demander, est-ce que véritablement aujourd'hui, cette ligne de métro-là, je ne dis pas le métro en général, qui en fait sert à enterrer du transport, en partie la ligne du 55 a enterré du transport en commun, plutôt que s'affronter réellement à l'arbitrage en surface entre la voiture et les transports en commun. Est-ce que ça mérite 2,3 milliards d'euros, sachant qu'en plus, au final, on nous annonce une réduction du trafic automobile à l'heure de pointe de 0,6%, c'est-à-dire que c'est vraiment des chiffres infimes. Est-ce que ça mérite 15 ans de chantier et 2,3 milliards d'euros? C'est une vraie question, en tout cas. On l'a évoqué au tout début de cette interview, vous remontez loin dans vos capsules, dans les années 60, quand vraiment on commence à parler de métro et qu'on va faire les premiers travaux. Donc, en fait, en réalité, c'est vrai qu'on voulait aller beaucoup plus vite. On annonçait là des chantiers qui allaient durer 5 ans et qu'il y aurait un réseau de métro assez développé à Bruxelles. Finalement, ce n'est pas du tout le cas. Ce que vous reprochez aussi à la Belgique et à Bruxelles, c'est d'avoir trop traîné, que si on l'avait fait à l'époque, ça aurait été bien, mais que là, maintenant, on arrive un peu trop tard. Mais est-ce que c'est parce qu'on est tard qu'il faut ne pas le faire? Je pense que, on reprocherait à la Belgique, on dresse un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. C'est vrai que quand on arrive à Bruxelles, on voit qu'il existe une ligne 1, 2, 3, 4, et il en manque une au milieu. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose il y a 40 ou 50 ans qu'il faut le faire aujourd'hui. On a quand même changé d'époque. Je lisais encore l'autre jour un article qui disait que la Terre serait plus vraiment habitable pour l'être humain dans 500 ans. Donc je veux dire, penser à des projets qui sont censés durer vraiment sur le long terme, sans intégrer vraiment l'urgence écologique. Un projet comme celui-là aujourd'hui, on dit, ça met probablement au moins 15 ans à se réaliser, ça pompe énormément de finances publiques, et pendant ce temps-là, on ne trouve pas d'autres solutions beaucoup plus légères qui pourraient être mises en place beaucoup plus vite. Mais donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que l'idée était bonne il y a 15 ans, l'urgence climatique a changé, aujourd'hui c'est trop tard de lancer une nouvelle ligne de métro pour Bruxelles? Si vous me demandez moi personnellement, parce que ici dans ces capsules je suis plutôt réalisateur et j'essaye de faire vivre, avec mes collègues on essaie de faire vivre un débat, moi personnellement effectivement j'ai du mal à croire que cette ligne là est une urgence, vu ce qu'elle coûte, vu ce qu'elle risque le peu de diminution de trafic automobile qu'elle annonce, vu le fait qu'en fait elle esquive
l'arbitrage en surface entre transport en commun et voiture. Et vu le fait aussi, d'ailleurs, c'est un aspect qu'on sous-estime trop souvent, vu le fait que ces chantiers vont être non seulement très perturbants pour la ville, mais très polluants. On parle de 310 000 tonnes d'équivalent CO2 produits rien que pour le chantier, avec par ailleurs une diminution du trafic automobile risible, ce qui veut dire que même la diminution du trafic automobile qui se fera à long terme et qui sera très très faible, ne va pas compenser les émissions de CO2 que le chantier va produire. Donc oui, c'est des questions qu'on doit quand même se poser. On sait qu'à Bruxelles, on a des échéances très proches de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle 2030, la neutralité carbone en 2050, un métro qui verra peut-être le jour en 2040 et qui aura énormément pollué. Est-ce que c'est vraiment un enjeu? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Alors, il y a une valeur informative dans le travail que vous faites et dans ces capsules avec différents intervenants. Vous avez l'impression que les Bruxellois ne sont pas encore assez informés sur ce futur métro, malgré le fait qu'on en parle tout de même dans la presse, peut-être pas assez ou peut-être pas de la bonne manière, ce sera à vous de me le dire, mais est-ce que vous avez l'impression que les Bruxellois manquent d'informations ? Je pense, on s'est rendu compte même qu'à Schaerbeek, dans les quartiers qui sont vraiment concernés maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont même pas encore au courant, qui sont pas encore forcément au courant de tous les enjeux. La disparition du tram 55, par exemple, c'est pas une information qui est forcément passée dans toutes les têtes. La STIB et Belliris ont organisé une exposition qui a duré 2 soirées à l'hôtel communal de Schaerbeek. C'est très court, comme on le disait, 30 jours pour lire 6300 pages, c'est impossible. Donc oui, il y a un manque d'informations sur l'ensemble des aspects du projet. Je rappelle quand même que ce qui est à l'enquête publique, c'est une étude d'incidence. Donc c'est à la fois le principe même du métro versus ses alternatives. C'est à la fois la pollution, le bilan carbone du métro. Donc tous ces aspects généraux. Mais c'est aussi cette station, cet réaménagement d'espace public, un dépôt, un tunnel. Donc c'est énormément d'informations à digérer. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en espérez finalement de ces capsules citoyennes que vous publiez? Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un effet sur l'issue de cette enquête publique? On peut toujours espérer. On ne fait pas ces choses-là si on n'a pas un minimum d'espoir. Il se trouve que les procédures participatives dans l'urbanisme à Bruxelles, elles existent. Mais elles remettent rarement en cause des projets quand il y a une telle volonté politique derrière. Mais c'est quand même une occasion de faire en sorte que les citoyens s'y intéressent et aillent s'exprimer, puisque tout citoyen, tout Bruxellois, il ne faut pas spécialement habiter Schaerbeek ou Evere, peut se faire entendre dans le cadre de l'enquête publique. Merci beaucoup, Gwenaëlle Bresse. On imagine que le nom Don't Look Down, c'est un petit clin d'œil à Don't Look Up qui a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps. Voilà, Don't Look Up, ça venait du haut et Don't Look Down, ça vient du bas. Ne regardez pas en bas et regardez. Donc ces capsules, vous les retrouvez sur YouTube. Don't Look Down, il y en a 5 pour le moment disponibles. Les 5 prochaines arrivent bientôt? D'ici à la fin de l'enquête publique, elles seront toutes en ligne, oui. Fin d'enquête publique début avril Le aussi 5 avril. Le 5 avril. Voilà. Et il y a une commission de concertation le 21 avril, où donc là, les gens peuvent s'exprimer oralement. Simplement, je rappelle la procédure. Si on veut s'exprimer oralement le 21 avril, il faut s'inscrire avant le 5 avril auprès de sa commune. Merci beaucoup, Gwenaëlle Bresse, d'être venu nous voir ici en studio.